Je vais commencer. Depuis un an à peu près, j'ai décidé de parler de l'essentiel et de parler en caractère, comme le dit quelqu'un qu'un monsieur connaît bien ici, Kierkegaard. Donc, c'est-à-dire que, en fait, là, ce que je vais faire, évidemment, c'est je vais présenter ce que j'appelle l'Elsace romane. Je vais définir de quoi il s'agit exactement. On a un second temps. Mais je vais en parler donc de ce point de vue qui vient d'être exposé brièvement, c'est-à-dire que, bon, il ne s'agit pas du tout pour moi de dire, bon, il y a eu d'abord ceci, ce roman-là, cet auteur-là, ensuite un autre, etc., de faire une sorte d'éventail comme ça, émietté et dispersé, qui en fait, ce qui en fait n'a aucun sens. Et comme je dis les choses très clairement, depuis quelque temps, je suis vraiment très fatigué d'entendre parler toujours de la même manière de cette littérature dont en fait très peu de personnes le connaissent. Alors je vais préciser ça. D'abord, j'ai une formation de philosophe, effectivement, et c'est sans doute l'une des raisons, en tout cas, pour lesquelles je recherche le sens, et je ne fais pas d'exposé soit chronologique, soit informatif, même pas vraiment didactique, donc c'est-à-dire que je recherche le sens. Or, bien évidemment, un sujet comme la littérature alsacienne de 1900, disons, jusqu'à 1940 ou 1950, ça nous apprend beaucoup, ça nous apprend énormément sur l'évolution du regard qu'ont porté les Alsaciens sur eux-mêmes et sur ce que j'appelle l'évolution et même la progression. Bon, progression, ça a un sens plus positif qu'évolution de ce qu'on peut appeler la conscience de soi alsacienne. Bon, alors, en fait, donc il ne s'agit pas tellement pour moi d'analyser, bien sûr, et d'exposer des détails toujours plus ou moins anecdotiques ou chronologiques ou diachroniques, comme on dit, mais en dégager le sens, c'est-à-dire la direction et la signification. Bon, alors, où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Bon, les œuvres dont je vais parler, il y a un ou deux noms qui vous diront quelque chose, les autres non. Alors, bon, vous me direz bien sûr dégager le sens de quelque chose. Bon, encore faut-il connaître ce dont on parle. Donc on en est à ce point que j'invite instamment à lire la littérature alsacienne, parce que la littérature alsacienne, elle existe, mais pour les raisons que vous savez mieux que moi-même, c'est une littérature qui a été mise aux oubliettes, souvent caviardée par l'Est ou par l'Ouest, ou méprisée, ou on a fait semblant de la mépriser, on l'a mise dans des casiers un peu de côté, discrètement, etc. Et dans ces œuvres-là, bon, il y a des œuvres géniales, des œuvres très puissantes et des œuvres excellentes. Bon. Alors, mon souci, c'est pas tellement l'Elsace romane, quoi, ou je sais pas quoi, je sais quel autre secteur de la littérature, mais c'est que, comme je le dis maintenant, à chaque fois que je fais un exposé, qu'il faut absolument maintenant, à l'époque où on est arrivé, entretenir un regard synthétique sur cette littérature. C'est-à-dire, bon, imaginez par exemple la littérature française, ou la littérature allemande, ou la littérature anglaise. On a notamment comment on appelle ça, des manuels sur la littérature française ou allemande, etc. Bon, pour qu'il y ait de tels manuels, bien évidemment, il faut qu'on ait un corpus et qu'on ait une interprétation de ce corpus. Bon, alors,
pour ce qui est de la littérature alsacienne, premièrement, je soutiens qu'il y a une littérature alsacienne. Deuxièmement, qu'il faut la lire. Et troisièmement, qu'il faut faire cette synthèse dont je viens de parler. Alors, quand ces trois choses-là auront été faites, on aura une culture alsacienne. Pour l'instant, on n'a pas de culture alsacienne. Je vais donner un exemple comme ça, un peu superficiel et extérieur, mais pas tant que ça non plus. Bon, depuis un an, on a eu droit à ces manifestations contre la fusion des régions. Bon, c'est très sympathique, etc. Mais ces gens-là, bon, quand on consulte Facebook, bon, je suis un grand utilisateur de Facebook, comme mon voisin d'en face, là, et bon, les gens, la plupart des gens qui ont fait ces manifestations, qui ont pris part d'une manière active ou moins active, etc., disent, mais nous, on défend la culture alsacienne. Alors, pendant les manifestations, parfois, je m'amusais à demander, mais c'est quoi la culture alsacienne? Alors, bon, je disais, bon, il y a le vin blanc, il y a Albert Schweitzer, il y a bien sûr la choucroute, la cigogne. Et après, alors je demandais, oui, mais ensuite, et quoi? Et bon, rien, je sais pas, bon, la culture alsacienne, oui. Donc, bon, pour moi, il y a une culture alsacienne, mais elle est potentielle, elle n'est pas virtuelle, elle est potentielle, c'est-à-dire encore faut-il que, je reviens à mon sujet, en l'occurrence, il faut lire ces œuvres-là et en faire la synthèse, dire bon, ça veut dire quoi, qu'est-ce que ça nous apprend sur ce qui s'est passé en Alsace et ce qui s'est passé dans la conscience qu'ont développé les Alsaciens d'eux-mêmes. Alors pour prévenir, une fois de plus, une objection que me font certains, assez marqués idéologiquement, on me dit souvent, oui, mais tu marques là, tu traces des limites, tu traces des frontières à quelque chose qui n'a pas forcément de frontières, c'est-à-dire l'Alsace et la littérature alsacienne. Mais évidemment, bien sûr, la littérature alsacienne, c'est pas autre chose, c'est pas la littérature lorraine, c'est pas la littérature du Pays de Bade ou du Palatinat ou du Jura, etc., ou de la Bourgogne. Bien sûr qu'on peut définir, ne serait-ce qu'en pointillé, à l'intérieur de pointillé, un ensemble qu'on peut appeler à bon droit littérature alsacienne et éventuellement culture alsacienne. Bon, alors j'insiste lourdement là-dessus. Maintenant, ce qui s'impose réellement, c'est que des gens plus jeunes que nous, pour dire ça comme ça, reprennent ça et se disent, bon, maintenant on va s'attaquer à ça, quitte à prendre des risques financiers, à risquer de se faire mal voir dans certains milieux, éventuellement, notamment universitaires. Je parle d'expérience, hein, j'ai connu ces deux choses-là, plus d'autres choses extrêmement désagréables parfois, mais quand on aime son pays, on l'aime, et c'est comme ça, voilà. Bien, alors vous comprendrez que l'Elsass romane, là-dedans, c'est un aspect de la chose, mais c'est un aspect extrêmement intéressant et important. Bon, alors qu'est-ce que j'appelle l'Elsass romane? Bon, c'est un terme qu'on utilisait dans l'époque dont je parle, là, c'est-à-dire entre 1900 et 1960, 1950, 1960. Donc ce sont des romans qui ont pour sujet l'Alsace, bien sûr, dont on peut dire en bref que les auteurs ne sont pas nécessairement d'origine alsacienne, évidemment, mais donc qui portent sur l'Alsace. Je crois que j'ai oublié quelque chose là. Bon, c'est ça pour l'essentiel. Donc, alors, ce que j'appelle l'Elsass romane, c'est bien sûr aussi, c'est ça que j'oubliais, un roman écrit en allemand standard, ou bien éventuellement en dialecte. Mais des romans en dialecte, il y en a très peu.
il y a Marie Hart, il y a un auteur qui est peu connu, qui est Rose Wollstedt-Laut, qui a écrit à peu près à la même époque que Marie Hart, qui a les mêmes, je veux dire, les mêmes qualités linguistiques, mais dont les œuvres sont beaucoup moins fortes. C'est un peu gentillé parfois, enfin. Bon, et alors bien sûr le fait même qu'un roman soit écrit en dialecte, c'est très significatif d'un certain moment aussi, on pourrait dire d'un certain stade de la conscience qu'ont acquis les Alsaciens d'eux-mêmes. On pourrait dire aussi que, en passant comme ça, c'est un peu une chose que je dis entre parenthèses, en fait, il n'est pas nécessairement utile d'écrire des romans en alsacien, c'est-à-dire littérairement parlant. Pourquoi pas les écrire en allemand? Bon, l'alsacien, comme tous les dialectes, au fond, c'est un idiome poétique, parce que la métaphore a joue un très grand rôle, et la métaphore, c'est une manière d'être très, très concret, très enraciné, très à terre, au bon sens de l'expression, parfois au mauvais sens aussi de l'expression. Et donc, bien sûr, qui dit métaphore dit image, et dit caractère très concret, une traduction assez directe de la réalité perçue. Donc l'alsacien, c'est un idiome tout à fait magnifique et merveilleux pour la poésie, exemple Beckmann ou Vigée, mais pour le roman, ça ne s'impose pas du tout, à mon avis. Bon. Voilà. Mais il y a plusieurs Alsaciens. Il n'y a pas qu'un seul Alsacien. Bien sûr, il y a Oui, plusieurs bon, Alsaciens. mais je peux Colmar, pas. C'est déjà assez long comme ça, je ne peux pas rentrer dans des trucs. Alors moi je dis l'alsacien, bien sûr, c'est un raccourci parce qu'il y a des dialectes alsaciens. Bon. Mais alors, pour devancer l'objection qu'on va me faire tout de suite, quoi. Si vous lisez une œuvre en allemand standard, ça règle le problème parce que vous comprenez aussi bien en même temps le wissembourgeois que le mulhousien. Bon, alors c'est aussi un des avantages très précieux qu'il y a à écrire un roman en allemand standard. Maintenant, bon, on peut être plus aussi, disons, enraciné sur son terroir, ce qui est très bien. Bon. Mais bon, souvent on dit que ça pose problème. Bon, un wissembourgeois ne peut pas lire un texte écrit par un mulhousien. Bon, je dis que c'est évidemment faux. Il suffit de quelques heures d'effort et il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Et bien sûr, la connaissance de l'allemand standard permet de lire tous ces dialectes sans effort particulier. Et d'autres aussi, ça facilite l'accès aux langues scandinaves notamment, etc. etc. Bon. Alors, bien. Alors, l'Elsace romane, donc, que j'ai défini ou que j'ai caractérisé en tout cas brièvement, a connu une floraison incroyable, enfin incroyable à nos yeux, dans les années 1900 à 1945, avec une modeste mais réelle renaissance à partir de 1970. Alors, on peut dire quand même que la première moitié du XXe siècle est la période